Un grand plaisir de nous retrouver samedi 19 novembre. J'ai, je ne sais pas, un honneur, un bonheur, un vif plaisir, un vrai régal d'être de nouveau ici dans le débat pour la nation avec vous, chers téléspectateurs et chers fidèles de cette émission, de cette grande chaîne Perfect Télévision. Je ne reviens pas sur ce qui est passé. Je suis là, en tout cas, et je reviens avec beaucoup plus de force et d'énergie. Nous allons parler de la République du pays avec Manix Yenda et Armand Moukoulou. Manix Yenda, LGD, secrétaire national en charge de la communication. Armand Moukoulou, parmi les responsables de ces collectifs de communicateurs de l'Union Sacrée, également cadre au niveau de la CCU. De M. Lambert Mende, nous allons parler de cette campagne lancée par le gouvernement, Défendons la patrie. Nous allons revenir également sur le 18e sommet de la francophonie, la seule candidature, celle du Rwanda. Pourquoi est-ce que la RDC ne postule pas? On ne sait pas au niveau du secrétariat de la francophonie. Manix Yenda, sans plus tarder, en forme. Merci beaucoup, mon frère Gramik, pour l'invitation. C'est un grand plaisir de te revoir à nouveau sur le plateau, discuter République, parler État et informer à notre population. Effectivement, au-delà de ma casquette en tant qu'acteur politique au sein du parti, je suis et je reste d'abord député de la rue. Député de la rue simplement parce que je me suis rendu compte que la rue n'a plus de représentants au niveau du Parlement. Ceux qui sont allés, effectivement, ceux qui sont allés au Parlement, ils se sont désolidarisés avec les déshydratats du peuple, ils se sont désolidarisés avec la rue. Au contraire, ils se sont emportés au gré des vagues de l'opulence parlementaire. Donc les palais du peuple actuels ne représentent plus le peuple? Non, mais les palais du peuple ne représentent plus le peuple. Ah, d'accord. Non, mais il suffit seulement de voir les cris du peuple, d'écouter les problèmes de la rue et vous allez vous rendre compte que ceux qui sont allés au Parlement, au contraire, ils s'accrochent aux palissades et aux 21 000 $ alors que le peuple est en train de sombrer dans un bourbier de désespoir. Raison pour laquelle je me suis dit, il faudrait que je me porte au garant pour défendre la cause de notre peuple, le citoyen lésé, les Congolais vulnérables. Et qu'est-ce que vous amenez de plus étant que député de la rue, qu'est-ce que vous amenez de plus, ou soit quelles sont les recommandations de plus que le peuple vous a confiées? Ce qui est d'abord beaucoup plus important, c'est le fait de renforcer notre proximité avec le peuple. Désormais, le peuple se sent beaucoup plus à l'aise parce qu'ils ont aujourd'hui un représentant valable qui porte les vrais problèmes de la rue sur la place publique et le définir en termes de plaidoyer pour effectivement rappeler à ceux qui détiennent les bâtons de commandement que le peuple continue de crier. Et qui vous paye? Non mais c'est lui qui me paye, c'est le même peuple. Moi j'ai des émoluments. Des émoluments? Non mais contrairement à ceux qui reçoivent 21 000 $, moi j'ai plus de 21 000 encouragements du peuple. Ah d'accord. Moi j'ai maintenant 21 000, plus de 21 000 encouragements du peuple. Parce que mes émoluments, ce sont les encouragements du peuple. Ah d'accord. J'ai aussi ma palissade. Ma palissade, c'est mes pieds qui me permettent d'accéder là où les palissades de ces députés, entre guillemets, nationaux n'arrivent pas. Moi, avec mes pieds, j'arrive à Kisensu, j'arrive à Selimbao, j'arrive à Matete, j'arrive à Ngaba, j'arrive à Massina Petro Congo et je discute sans barrière avec notre peuple. J'ai le mandat, j'ai le contrôle et j'ai les immunités de la même manière que ceux qui sont au niveau du Parlement. Et donc, que je sois élu ou pas, moi, je reste député de la rue. Merci beaucoup Manix Yenda. J'ai la grande joie de retrouver encore l'équipe Fia Lungela. Il y a Dani qui s'est ajouté. Il y a également Emmanuel. Il y a Joe. En tout cas, merci beaucoup pour cet amour et cette affinité. Je prends Armand Moukoulou, cadre au niveau de la CCU de M. Lambert Mende, également parmi les responsables du collectif de communicateurs de l'Union Sacrée. Là, je pense que vous êtes en joie. Il y a plusieurs d'entre vous qui sont nommés. Armand, ça fait un peu belle lurette. Vous allez bien? Je me porte très bien. Je m'en vais très rapidement saluer d'abord mon co-débatteur, mon frère Manix Yenda, que j'aime beaucoup. Je tiens aussi à féliciter tous les amis communicateurs de l'Union Sacrée récemment promis par ordonnance présidentielle. Exactement. Il y a Médard Kankolongo. Là, je vois le président Médard Kankolongo que je salue. Il y a Djomukuna. Je vois Djomukuna. Flori Boatuka. Academia, je vois Flori Boatuka, directeur général adjoint à la société Transco. Il y a Chibambe à Sona Hydro. Plusieurs en tout cas. Ils sont nombreux.
nous remarquons seulement que le président de la République est en train de rétablir sa propre politique nationale avec la jeunesse. Donc c'est ce qu'on disait souvent, on disait que le chef de l'État avait intérêt de créer sa propre classe politique avec laquelle il pourra monter, il pourra inclure, il pourra inculquer sa philosophie de la bonne gouvernance, mais évoluer avec sa propre classe politique. En tout cas, avec moi, c'est sans tabou. En tout cas, moi, j'aurais appris beaucoup des murmures, des gens qui pensent que non, pourquoi pas moi. Qu'est-ce que vous pourriez dire étant que responsable de ces collectifs? Je vois des gens se plaindre, plusieurs en tout cas, pourquoi pas moi, pourquoi simplement les autres? Qu'est-ce qui a fait la différence que certains soient nommés et pas les autres? La différence c'est quoi? Bon, vous savez, des pesanteurs politiques, il y a aussi la géopolitique. Moi aussi, je pourrais être nommé. Exactement, il y a vous, Donald Kabassé, les Chris Mukendi, Patrick Makanga. Et qu'est-ce qui fait qu'en sorte que vous ne puissiez pas être nommé? Nous n'étions pas sur la liste des nominations, donc ce sont des choses qui arrivent. Pourquoi? Non, vous n'êtes pas en bon terme avec vos responsables politiques? Non, ce n'est pas ça, les paniers sur-qu'ils, mais surtout qu'on n'est pas obligé seulement de servir les pays dans les institutions. On peut servir les pays partout où on peut aller. Dans la rue. Dans la rue, comme Manix l'a dit, je l'encourage pour son approche, que j'applaudis. Bien qu'on n'aura jamais la même opinion politique, mais l'approche, je l'encourage. Parce que ce qui se passe même actuellement au niveau de l'Assemblée nationale, par exemple, l'Assemblée nationale seulement, pour ne pas aller dans le Parlement d'une manière générale, il y a de l'eau à boire et il y a à manger là-bas. Il y a de la saleté. Vous venez récemment de vivre des spectacles désolants ici. Alors, je reviens à vous, je prends Manix Yenda avant de prendre quelques éléments au niveau de la régie. Et Manix, un mot, en fait, la question que j'aimerais vous poser, on essaie un peu d'éclater sur ces nominations. Et qu'est-ce qui pourrait changer avec les nouvelles figures, la jeunesse? Vous estimez il pourrait y avoir des choses qui pourraient changer ou non? Moi, je ne pense pas que le changement peut provenir forcément de la jeunesse en termes d'âge ou en termes d'énergie. Le changement viendra par de Congolais de qualité, ceux qui viennent avec un leadership et gouvernance de qualité. Il est vrai que le président de la République a jeté son dévolu sur le jeune, nous applaudissons parce qu'il s'agit de notre génération. Mais pour que ce jeune crée de la rupture avec le vieux d'aujourd'hui qui ont déjà démontré leur insuffisance la plus légendaire d'ailleurs, il faudrait que ce jeune arrive avec d'autres paradigmes de gestion de la chose au public. Donc, si je vous comprends bien que ceux qui sont nommés puissent se désolidariser de la vision du président de la République. Non, mais comment vous pouvez imaginer le changement venant de jeunes issus d'un parti politique qui gère mal le pays? Il n'y a pas de logique. Donc, comment vous pouvez imaginer une classe politique créée par le président de la République qui apporte de solutions aux problèmes de la République alors que lui-même, l'autorité des nominations, a lamentablement échoué? Donc il n'y a rien à attendre là-dessus. Non, il ne faudrait pas attendre quelque chose. Plutôt, il faudrait féliciter. C'est une grâce. Nous ne pouvons pas reconnaître, disons, reconnaître la grâce des dieux sur nos amis. Mais moi, je n'attends rien de plus. Il ne faut rien attendre. Merci beaucoup. Parce que ces gens-là ont l'ADN, le sang, la culture, la mentalité de l'UDOPES. Et l'UDOPES est une histoire que nous devons jeter carrément dans la poubelle de l'histoire politique de notre pays. Alors, Aaron Moukoulou, je ne sais pas si vous partagez les mêmes avis qu'Imanix. En tout cas, il dit qu'il ne faut rien attendre parce qu'ils vont travailler sous la vision du président de la République. Vous pensez qu'ils doivent essayer un peu de se démarquer de la vision du président ou bien rester toujours dans la même logique? Qu'est-ce qui ferait, soit je repose ma question, qu'est-ce qui ferait la différence entre ceux qui viennent d'être nommés et ceux qui étaient avant? Bon, il faudrait d'abord comprendre une chose. Dans la gouvernance, il y a la conjugaison du passé et du présent. Ça veut dire on ne rejette pas tout ce qui a été fait dans le passé. On ne crée pas aussi la roue automatiquement. C'est la raison pour laquelle, vous voyez, on parlerait même de la continuité de l'État. Et donc, dans le passé, s'il y avait de valeurs, s'il y avait des choses qui ont été bien faites, on peut les récupérer, aménager et puis les réorienter par rapport à la politique actuelle instaurée par les présidents de la République. Et donc, il ne faudrait pas créer la rupture entre la jeunesse, comme on peut le dire, un état d'esprit,
ce n'est pas question de l'âge, sur les plans sémantiques et sur les plans même psychologiques. La jeunesse, c'est un état d'esprit. C'est-à-dire, il ne faudrait pas que nous puissions créer une barrière utopique entre ceux qui ont eu à gérer dans le passé et ceux qui entrent, ou soit ceux qui sont en train de gérer pour l'instant. Il faudrait qu'il y ait une cohabitation je dirais, des convergences des valeurs. Je repose ma question. Créer un bloc d'idées et puis aller de l'avant. Je repose ma question. Avec les anti-valeurs qui se sont manifestées dans la gestion du passé. Je repose ma question à Ramokolo. C'est dans ce sens-là que nous sommes en train de réfléchir. Je repose ma question. Nous prenons les cas des... Je ne sais pas si c'est la Sonaïdroc, voilà, c'est la Sonaïdroc. Nous prenons les cas de la Sonaïdroc. Il y a notre frère Emmanuel Tshibambe qui est nommé là-bas. Administrateur. Alors, qu'est-ce que Emmanuel Tshibambe peut apporter de nouveau que ceux qui étaient là n'ont pas apporté? Bon, d'abord, c'est une société qui est en faillite, hein. Ça nous devons le savoir. C'est-à-dire? Non, la société Sonaïdroc n'existait presque pas dans les domaines. Vous voulez dire quoi en disant ça? Ça ne fonctionnait plus comme il fallait, selon les principes sacro-saints des administrations, des entreprises publiques de l'État. Il y avait des fois la faillite, il y avait quelques fois aussi des arriérés. Vous comprenez? À un moment donné, on ne parlait même plus de ça. Il y avait manque de stock à un moment donné. Et donc, il y aura maintenant une politique de relance de cette société parce que c'est une société qui participe activement dans la gestion des stocks et des distributions de carburant dans le secteur énergétique de notre pays. Avec l'avènement de l'appel d'offres des blocs pétroliers, je pense et je crois que la Sonaïdro a un très grand rôle à jouer dans ces domaines pour apporter. Donc Emmanuel Tshibambe pourrait relever ces défis. Congolais. Pas Emmanuel Tshibambe. Et dans l'équipe? Dans l'équipe. Emmanuel est administrateur. Il y a Bilomba là-bas. Bilomba est PCA, président du conseil d'administration. Oui, PCA. Voilà. Donc Emmanuel. Et DG c'est Boma, je crois. Voilà, effectivement. Donc Emmanuel Tshibambe dépendra directement de monsieur Bilomba. Bilomba, parce que c'est lui qui est le président du conseil d'administration. Emmanuel Tshibambe ne sera pas dans la gestion quotidienne parce qu'il y a une différence entre les comités de gestion et les conseils d'administration. Donc les PCA, c'est le président qui gère les conseils d'administration. En son sein, il y a les conseils qui s'organisent à tout moment conformément à la logique de l'entreprise, les statuts ainsi de suite, et puis après il siège avec les administrateurs. Donc Emmanuel Tshibambe en fait partie, donc c'est comme ça qu'ils vont fonctionner. C'est vrai qu'on parlera de ça, on doit parler de ça même, l'Est. Mais je pose la question à Manix, vous qui prenez plus la bonne gouvernance, le leadership. Est-ce que ces jeunes étaient préparés avant? Parce qu'en écoutant Armand, je ne dis pas que non, il a dit ce que moi je souhaite dire ici, mais je sens qu'apparemment, est-ce que ces jeunes étaient vraiment préparés pour occuper ces postes? Ou bien... Bon, moi je ne pense pas qu'il faudrait singulariser les débats sur non, je ne singularise pas, les individus, mais parlons plutôt sur la question de politique publique. Et dans l'angle de politique publique, en ce qui concerne les secteurs des hydrocarbures, c'est en cela qu'il faudrait faire le décryptage, l'analyse de fond dans le politique proposé par M. Tshisekedi au relais de son ministre des hydrocarbures, M. Didier Bidimbo. C'est sous Didier Bidimbo, c'est sous M. Tshisekedi que nous avions vu des pénuries à répétition. Il y a eu des Congolais qui ont passé des nuits. Partout dans le monde, non? Mais la Russie, la guerre. Et ils prennent toujours des exemples quand il s'agit de la grogne sociale. Prenons aussi des exemples positifs par rapport aux conditions de vie sociale de l'Ukraine comparablement à celles de la RDC. Ah, d'accord. Il n'y a pas égalité de toute façon. Et donc aujourd'hui, il ne faudrait pas considérer l'Ukraine comme une sorte de bouée de sauvetage pour justifier l'incompétence et la médiocrité du régime de M. Félix Tshisekedi. Et donc Tshisekedi a échoué
dans pratiquement tous les secteurs de la vie nationale. Il ne s'agit pas seulement des hydrocarbures, il a échoué dans le secteur de l'éducation, il a échoué dans le secteur de la justice, il a échoué dans le secteur de l'environnement. Et donc aujourd'hui, s'il faudrait faire le bilan de M. Tshisekedi, tous nous savons que le bilan de M. Tshisekedi se solde à un résultat des fiascos. D'après vous, hein. Et d'ailleurs, parce qu'on parle de la nomination de quelques individus, vous savez quand même que aujourd'hui, ça fait pratiquement 4 ans de gestion de M. Tshisekedi à la tête de la République. Ne serait-ce que le régime de Tshisekedi n'a jamais organisé une offre d'emploi dans le sens de pouvoir faire appel aux jeunes qui participent dans un concours, dans un service ou entreprise publique pour avoir du travail. Alors que notre pays, parmi les devises, nous avons justice, paix et travail. Et lorsque nous regardons notre devise, est-ce que nous pouvons nous dire qu'il y a vraiment du travail? Seul travail qu'il y a eu, non, je parle beaucoup plus de services et entreprises publiques. Parce que si vous prenez la magistrature, si vous prenez l'armée, si vous prenez les différentes nominations assorties de l'ordonnance du président de la République, ça ne représente même pas le 1,99%. Et donc aujourd'hui, il faudrait voir le Congolais qui traîne encore dans la rue, dans le chômage, le Congolais qui sont remplis des diplômes alors qu'ils n'ont pas droit au travail. Mais en même temps, ce sont les fils et les filles de ces dirigeants de la République qui sont nommés. Youssou Mwabilou a nommé sa fille comme PCA. Monsieur Bahati Lukwebo a nommé ses 2 filles dans les récentes nominations du président de la République. Et en même temps, ils vont dire aux jeunes d'aller s'inscrire à l'armée congolaise. Vous imaginez les degrés de la méchanceté. Ces gens sont méchants. Donc il y a des ratés. Ces gens sont cyniques. Et donc aujourd'hui, c'est vrai, nos amis sont nommés, mais n'attendez rien d'eux. Parce qu'ils vont rien inventer, parce qu'ils sont le fruit et le résultat d'une médiocrité qui ne dit pas son nom. Et donc Emmanuel Tshibambe, Christian Bosembe, tout le reste là, ce sont le produit de l'union sacrée, et l'union sacrée ne peut que produire la médiocrité de plus. Merci beaucoup, Manik Sidienda. Alors je prends Armand, on finit avec ces sujets des nominations. Ça mérite, en tout cas ça va être de la peine. Armand Moukoulou, qu'est-ce que vous pourriez dire quand on dit que non, il y a des nominations familiales, si je pourrais dire comme ça? On nomme sur base des clientélismes, des népotismes. On prend les cas, on citerait l'AFDC avec Bahati Lukwebo, où j'ai vu une correspondance surquilée en disant que non, il ne nomme que des gens par affinité. Qu'est-ce que vous pourriez dire? Médard Kankolongwa, quelle affinité avec les présidents du Sénat, l'honorable président Bahati Lukwebo. Mais on a vu laissez-moi parler. Je vous pose une simple question. Le président Médard Kankolongwa a été nommé sur recommandation de la FDCA. Parce que lui, il est membre de la FDC. Effectivement. Et le peuple pour qui j'ai défoncé sur ce plateau, ils appartiennent à quel parti politique? S'il vous plaît, député de la rue, je peux parler. Non, mais je veux que le peuple soit aussi embauché. S'il vous plaît, député de la rue, laissez-moi parler, s'il vous plaît. Ils sont disciplinés. C'est par rapport au prorata réservé dans chaque parti politique et à la répartition de fonctions. Où on voit 2 filles débattues. Non, il faut pas aller dans des considérations personnelles. Ce sont des réalités. L'autorité morale, bon, je sais pas, tel que dans presque beaucoup de partis politiques, l'autorité morale ou bien l'initiateur du parti a son quota aussi à lui. Ah, d'accord. À son quota donc, à lui. Il y a une répartition. C'est en termes de quotas que l'on retrouve les filles débattues. Il y a une répartition qui se les gendres, les filles, tous les partis politiques, les beaux-frères, les beaux-fils. Non, je n'ai pas dit beau-fils, beau-frère, consort, mais si mon beau-fils ou bien mon beau-frère ou mon jeune frère ou ma fille a des compétences acquises en matière, ou a des compétences dans un domaine, les clientélismes, donné. vous encouragez cela? Non, je n'ai pas dit ça, mais nous devons comprendre que ça peut arriver, que ma fille a des compétences dans un domaine donné, dans un domaine circonscrit. D'accord. Je peux aussi l'admettre. Donc, n'en pas trop de rigueur à Bahati Lukwebo. Pas trop de rigueur. Merci beaucoup. Le problème, c'est il faudrait maintenant voir si elle n'est pas en mesure de faire le travail lui confié. Ah, d'accord. Si elle est en mesure de le faire, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Je reviens à vous.
Nous faisons le tour du côté de la régie pendant 2 minutes. Nous prenons les éléments. Hier, il s'est tenu en tout cas une marche de soutien au FRDC et exiger l'expulsion de l'ambassadeur ougandais ici en RDC par les partis Nouvel Élan. On a vu en tout cas la femme de l'ex-premier ministre Mouzito, je pense Madame Chantal, qui a également participé avec beaucoup d'énergie. On suit l'élément et puis nous allons suivre également cet élément de Jules Alinguete qui a contribué à sa manière dans son école où il a étudié, et Jules Alinguete a offert en tout cas beaucoup de choses, des bancs, je pense, des cahiers, beaucoup d'éléments. On suit ces 2 éléments, ces 2 images, et puis nous allons revenir pour poursuivre l'émission, parler maintenant de cette campagne défendant la patrie, également tout ce qui se passe à l'est du pays, la mobilisation générale prônée par le président de la République. Rapidement, naza mwana matete na koli na matete en plus na tangi na école oyo yango wana parmi bato bomoni awa mama na nga azali awa baleki na nga bazali awa parmi bato nyonso bazali awa ezali ame na ngai matete yango nasali yango nazali koyebisa bino ke ngai nazalaka na ambition électorale moko te naza osala yango mpasi oyo ezali bana na biso nalekaki alokola bango yango lelo nazali korendre na république oyo nazwaki na ekole oyo depuis ke mokonzi ya mboka apesaki nga baresponsabilité ya kokamba inspection générale des finances bana oyo mpe tozali kosunga bango mpasi lobi bango nde bakorendre na république ambition électorale moko ezali te oyeba yango ke Jules Alinguete akozala ni candidat député, ni candidat député provincial, ni candidat sénateur, ni candidat quelconque. Nakotika la kaka kosala musala oyo, mokonzi ya mboka pesi ngai na sala et je suis fier de le faire. En tout cas, même les élèves, ils ont posé la question de savoir, monsieur, qui vous a rendu ce bon service ici? Je leur ai dit qu'en tout cas, c'est l'IGF. Hein? L'IGF qui a fait ça, M. Jules Alinguete. Donc nous sommes très contents. On dit merci au M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a fait qu'aujourd'hui notre école soit inaugurée. Grâce à lui, on peut étudier. Parce que quand on étudiait sans clôture, il y a des voleurs qui entraient, des clowns qui entraient. C'est pour cela qu'on dit merci. Je lui dis merci à ce qu'on a fait pour nous. Je l'encourage encore de venir. Merci à Papa Nies parce qu'il nous a fait grâce aujourd'hui. Il a donné notre école la valeur. Papa Nies, merci.
Nous sommes de retour, nous sommes avec Manix Yenda et Arvan Mokolo. C'était là les images, Jules Alinguete qui a offert en tout cas des stylos, des objets classiques, en bref, à son école, là où il a étudié, il a passé ces moments, vous l'aviez suivi, également la femme de Mouzito qui a participé à cette manifestation pour dire non à l'agression rwando-ougandaise et pour exiger l'expulsion de l'ambassadeur ougandais avec beaucoup d'énergie. Merci beaucoup, c'était en tout cas un peu inédit, mais je pense que nous encourageons tous les politiciens à faire également ça. Et non bananabino bazalaka musika na bapoto baya rapeba marchaka et vous ça bien. Et non karatso comme la nomination, là vous prenez vos enfants comme nous venons là de dénoncer avec Manik Yenda et Armand Mokolo qui aurait essayé un peu de justifier, d'expliquer cela. Je prends Manik Yenda, on parle là de l'Est de la République, la campagne lancée par le gouvernement. Le président a appelé à la mobilisation générale. Hier, le ministre de la Communication a lancé une autre campagne en disant que défendons la patrie. Manik Yenda, je sais que vous avez également de l'expertise un peu en termes de la communication. Vous êtes secrétaire national en charge de la communication d'un grand parti politique, LGD. Quel est le contenu que vous donniez d'abord avec cette mobilisation générale, également défendant la patrie? Je voudrais d'abord exprimer mon désarroi. Je suis profondément touché par le propos de mon co-débatteur, mon ami Armand, lorsqu'il fait l'apologie du népotisme sur ces plateaux de télévision. Lorsqu'il favorise effectivement ces systèmes de dynasties politiques au sein de nos partis politiques, où il y a le père et les enfants qui bénéficient le privilège politique de leur père. Attention, nos partis politiques ne sont pas des symboliques de royaume, mais plutôt des symboliques de la démocratie, parce que la démocratie congolaise a comme fondement le multipartisme. Et encore, je suis touché parce que je me rends compte que le peuple pour qui je défends, ceux-là qui traînent dans la rue, les jeunes qui n'ont pas d'emploi, ils n'auront pas de l'emploi parce qu'ils ne sont pas membres d'un parti politique. Là, étant que député de la... Ici, il me parle d'un quota de jeunes de l'AFDC et un quota du président de l'AFDC. Mais alors, quel est le quota du peuple congolais? Quel est le quota de la rue? Exactement. La rue a le quota de combien de jeunes qui auront droit à l'emploi? Et quand même un cœur, et quand même de l'amour pour notre peuple qui souffre tant. Je suis touché et j'ai des larmes aux yeux. La campagne, défendons la patrie, également la mobilisation générale. Je suivis le président de la République qui a lancé cette mobilisation générale et qui nous a invités à l'unité nationale, la convivialité et fraternité nationale, ce qui est une bonne chose, parce que nous tous, en tant que peuple, nous nous accrochons aux valeurs de la nation. Et la valeur cardinale d'une nation, c'est le vouloir vivre collectif. Et pour ça, je pense que l'opposition politique a réagi tous azimuts, et le président national de notre parti a fait sa déclaration dans le sens de soutenir de manière indéfectible l'armée congolaise et son commandant suprême. Fayulu l'a fait, et tout le reste l'ont fait. C'est parce que au-delà de nos clivages, au-delà de nos tendances et au-delà de nos ségrégations politiques, nous n'avons comme dénominateur commun que le Congo. Mais puisqu'on parle de la communication, défendons la patrie. Vous savez, moi j'ai honte à la place de ce monsieur Patrick Mouyaya qui n'a pas de stratégie aussi efficace. Mais il a lancé défendons la patrie, non? Non, mais défendons la patrie, c'est un concept creux, dépourvu d'un contenu. Il a expliqué hier, non, disant que nous devions défendre la patrie. Il faudrait que M. Mouyaya essaye d'établir la différence entre la fonction officielle avec les usagers de l'internaute. Aujourd'hui, M. Mouyaya se comporte de la même manière que parrain. Mouyaya se comporte de la même manière avec Central de Twitter. Il se comporte de la même manière avec Léon Kakese. C'est-à-dire qu'il vient avec une stratégie des vidéos, il dépose sur la toile et il pense que nous allons vaincre la guerre avec ce genre de lobbies. Il doit faire quoi exactement? Non, mais nous sommes dans une situation de crise. Et dans une situation de crise, la communication institutionnelle doit s'adapter par rapport au contexte de conflit armé.
Il y a ce qu'on appelle le modèle de communication de crise. Et au-delà de cela, il faudrait que les aspects politiques s'accompagnent. C'est-à-dire, vous en tant que ministre de tutelle, le président de la République a déposé sur la toile, sur la nation, les valeurs de l'unité et il en appelle à une mobilisation générale. Quelles sont les démarches en termes de proximité entre l'officiel que vous êtes, ministre de la Communication, vers les forces vives de la nation? Est-ce que vous avez approché l'opposition politique? Est-ce que vous avez approché la société civile? Est-ce que vous avez approché les églises? Est-ce que vous avez approché les différents ténors, les leaders d'opinion pour déterminer ensemble les différents éléments de langage afin d'avoir une communication homogène? Mais on dit qu'il y a certaines personnes qui conditionneraient leur présence par un peu de sous, non? C'est ce qu'on dit. Non, mais qui ne sait pas que le lobby national ou encore le lobby international demande le moyen? Est-ce le moyen mais là, disponible? C'est la patrie, s'il vous plaît. L'État a disponibilisé le moyen pour faire ce travail-là. Ce n'est pas l'argent de M. Mouyaya. Il faut qu'il prenne l'argent de l'État au service de l'État. Vous savez, il y a quelqu'un... Pour donner aux gens, aux politiciens. Non, mais pour travailler en termes de stratégie de communication, mon frère. Pour travailler dans le sens de communication, il y a quelqu'un, un auteur anonyme qui dit: un État qui n'a pas de médias forts est un État prénable, un État manipulable. C'est-à-dire, aujourd'hui, il faudrait faire appel au-delà de stratégies d'intégration communautaire. Parce que dans les stratégies d'intégration communautaire, il faudrait entraîner le peuple derrière l'armée et les institutions de la République. Et pour entraîner le peuple, il faut commencer par installer la confiance nationale. Et la confiance nationale s'installe par la crédibilité des paroles dégagées par les officiels de la République. Et le deuxième volet, il faudrait compacter les stratégies des hommes et femmes de médias. C'est-à-dire réunir les médias les plus influents de la place, ensemble avec la vision du président de la République reconnu comme la locomotive de l'État, et vous, en tant que ministre de tutelle, vous définissez les éléments de langage. Vous levez les options par rapport à l'agression rwandaise contre la RDC. Est-ce que nous pouvons nous être d'accord par le fait que nous devons considérer les groupes M23 comme un groupe terroriste, un groupe armé, ou encore une partie intégrante à l'armée congolaise? Ça, ce sont des éléments de langage que nous devons définir ensemble afin de faire le lobby national. Regardez l'État comme la France. La France s'appuie par ses médias le plus puissants, la RFI, France 24, TV5 Monde. Les États-Unis, ils ont de médias le plus puissants. La Russie, de médias le plus puissant. Mais regardez notre média, c'est la RTNC. Regardez notre média. C'est un grand média, non? Non, mais la RTNC n'est pas un grand média. Comment ça? Non, mais la RTNC, c'est un écran qui s'avoisine pratiquement à cet écran de l'échographie. Il n'y a pas assez d'images de qualité. Il n'y a pas assez de programmes, monsieur. La RTNC, c'est un média de la honte. Mais le gouvernement a payé d'autres matériels très modernes. Non, mais la RTNC ne répond pas aux standards de médias le plus puissant qui peut représenter. Est-ce que le personnel ou bien les matériels? C'est un problème et de la vision et de gens à qui on a confié la responsabilité de gérer ces secteurs-là. Et donc aujourd'hui, M. Patrick Mouyaya a simplement échoué dans son secteur. Merci beaucoup. Monsieur Patrick Mouyaya n'est pas compétent. Monsieur Patrick Mouyaya a évité de nous brandir des concepts et des farfelus. Monsieur Patrick Mouyaya... Non mais moi je préfère encore le concept lancé par Thierry Mosenepo, qui nous a dit le Congo d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Parce que dans le Congo d'aujourd'hui, nous devons préserver les intérêts de l'aujourd'hui, éviter cette page noire de l'histoire qui nous a sombré dans le passé, parce que c'est par le Congo d'aujourd'hui que nous allons déterminer un avenir radieux. Là, ça n'engage que Manix Yenda, ce n'est pas une polémique de dire que non, il préfère le Congo d'aujourd'hui. Hein, non, mais je peux même mieux dire, je préfère Thierry Mosenepo pour que Patrick Mouyaya. Ah, là, vous choquez les gens. Non, mais je suis désolé, moi je suis député de la rue. Non, mais Thierry Mosenepo semble être un tout petit peu efficace. Merci beaucoup. Je prends Armand Moukoulou. Qu'est-ce qui manque? Parce que là, Manix Yenda a soulevé beaucoup de points. Selon vous, vous êtes de l'Union Sacrée, on a vu Patrick Mouyaya lancer hier défendant la patrie. Qu'est-ce qui manque ou soit vous pensez que non, c'est bon? Merci Gramic. De Manix Yenda. Là, je vois, il vous met en difficulté. Hein? Quand il tire, quand il dit des choses, il sait. Vous êtes d'accord avec lui ou non? Que non, il préfère Thierry Mosenepo. Ah d'accord, merci beaucoup. Sauf moi. S'il vous plaît, Manix Yenda. S'il vous plaît, Manix Yenda. Il fait un bon travail.
Donc rien ne manque, on ne doit pas ajouter d'autres choses. Ah d'accord. On ne peut pas lui imposer notre style à nous. Hein. Il fait un travail dans son style. Voilà. Ouais. Ah d'accord. Il fait son travail. Ouais. Tantôt il fait tantôt ils amènent les nouveaux narratifs. Voilà. Donc il fait son travail en fait. Ah d'accord. Je n'entrerai pas dans cette polémique-là. Bon, je voudrais préciser une chose. Parce que Manix m'a tantôt traité de quelqu'un qui favoriserait le népotisme, le clientélisme. Vous faites la promotion ici. La promotion du favoritisme, non, ce n'est pas ça. Nous devons comprendre une chose, mon frère Manix. Tu es un politicien de taille, pas d'aujourd'hui. Un parti politique a son organisation, a ses statuts. Un parti politique ne fonctionne pas comme une famille naturelle. Ça veut dire il y a des principes fondamentaux sur base desquels s'appuie le parti politique. Mais pas de népotisme en tout cas, allons-y. Non, je vais donner une précision. Allons-y. Par exemple, le cas de l'AFDC. Parce que les gens en parlent. Vous défendez beaucoup l'AFDC apparemment. Non, ce n'est pas que je défends l'AFDC. Mais vous savez, à un certain moment, lorsqu'il y a des dérapages, il y a des histoires qui nous passent par la tête. Il y a des gens qui s'appuient derrière les fake news, des histoires qui ne sont pas assez correctes. On doit quand même nettoyer les choses. Vous savez, dans l'AFDC, en ce qui concerne les nominations, nous devons d'abord comprendre une chose. Tout a été préparé, tout a été constitué lors d'une réunion des présidents. Ah d'accord. Dans la conférence des présidents de l'AFDC. Le peuple ne siège pas là. Tout s'est décidé, c'était en présence de tout le monde et de toutes les plates formées de toutes les parties prenantes dans cette conférence des présidents. Et c'était en toute quiétude. Où siègent les présidents de tous les partis politiques de l'AFDCA. Et donc, ce n'était pas question, je dirais, d'une injustice notoire ou bien de faire des choses sans pour autant consulter les autres. Ce n'était donc pas ça. La conférence des présidents a accepté 2 filles débats sur le Québec. Tout a été très clair. Ah d'accord, merci. Il y avait 45% réservés aux députés nationaux, 30% réservés aux partis politiques alliés à l'AFDC, 15% réservés aux sénateurs, 10% réservés à l'autorité morale. Ah d'accord. Et donc c'est une répartition. Donc dans 10% il prend ses filles, hein? Non, ce n'est pas qu'il prend simplement ses filles. Ces filles-là sont aussi membres du parti. Ah d'accord, elles sont membres du parti. Elles sont membres du parti, ça il faut le comprendre. Ces filles-là sont membres du parti, elles sont membres du Merci parti. beaucoup pour la précision. Donc il ne faudrait pas que les gens... Et je n'ai pas vu les quotas de la rue selon Manix Yenda. Non bon, Larry est représenté à l'Assemblée nationale. Ah d'accord, merci beaucoup. Manix sera député à l'Assemblée nationale. Comme aujourd'hui il est dans Larry. Donc on finit avec... Je voulais dire ceci par rapport à la mobilisation, générale lancée par le président de la République. Ici, il ne s'agit pas d'une question liée à une communauté, il ne s'agit pas d'une question liée à une entité territoriale, mais c'est une question qui engage toute la République d'une manière générale. Bon, lorsque nous voyons par exemple les ministres Patrick Mouyaya lance défendons la patrie. Défendons la patrie, bon, moi je ne peux qu'encourager ça parce qu'il s'agit de la patrie. Il s'agit de la patrie. C'est là où même je vais interpeller beaucoup plus la conscience nationaliste de nos amis de l'opposition, de ne pas particulariser ces problèmes qui se passent à l'est de notre pays. De ne pas politiser cette affaire. Est-ce dans cette dans cette communication, les ministres a pensé à la communication de proximité, parce que je ne vois que ça dans les réseaux sociaux. En tout cas, il n'y a même pas, je ne sais pas, il n'y a pas de banderoles, il n'y a pas de calicots, des grandes affiches dans les avenues, dans les coins et recoins de la capitale, soit du pays. Est-ce que tous les Congolais ont accès dans les réseaux sociaux ou comment? Est-ce que les ministres a pensé avec tout ça? Bon, si j'aimerais beaucoup plus entrer dans les détails, je pourrais tomber dans la polémique de Manix. Pour la patrie, on doit parler. Mais ce que moi je peux dire, c'est que nous devons tous... Il n'y a pas de calicots sur les avenues. Non, je crois que ça viendra. Hein. Ça viendra quand?
Bon, je crois que ça viendra. Moi, je crois à mon humble avis, nous devons tous accompagner toute initiative allant dans le sens de soutenir les FARDC, de soutenir le commandant suprême. Parce que ce qui se passe à l'Est là, ce n'est pas seulement une préoccupation de ceux qui vivent à l'Est, comme je l'ai dit. Maintenant, c'est question que nous puissions nous mettre tous ensemble, nous puissions mettre de côté nos différends, nous puissions mettre de côté nos divergences politiques, nos séparations d'opinion, qu'on se mette quand même ensemble, qu'on se regarde en face, on tire un peu les côtés où il faut, pour essayer un peu de trouver des solutions face à ce qui se passe à l'Est, parce que le président de la République est en train d'y travailler sur le plan diplomatique, sur le plan militaire aussi. Vous avez vu avec l'avènement des matériels, tout comme ça, l'avènement des avions de chasse, vous avez vu tout ça. C'est dans les domaines militaires que nous sommes en train de travailler. Mais aussi, l'opinion nationale va beaucoup plus compter parce que, comme le vice-premier ministre Lutumba l'avait dit, il s'agit maintenant d'une complicité au niveau de la communauté internationale contre la RDC. Mais là, c'est un officiel qui l'a dit, il l'a dit avec ses mots, avec ses termes, avec sa manière officielle. Maintenant, c'est à l'opinion nationale de s'élever, de s'élever, d'être éveillé. Merci beaucoup. Pour que nous puissions ensemble voir comment accompagner les gouvernements dans ces processus de maintien de la paix à l'Est. Merci beaucoup Armand. Ça c'est la première émission. J'ai un peu de minutes, mais nous allons revenir là-dessus. Mais je prends Manix Yenda. Est-ce que c'est un complot international ou bien c'est la RDC qui se victimise ou soit c'est nous-mêmes qui ne savons pas détenir face à cette communauté internationale? Et comment expliquer, le président a dit ici que, le président a dit à l'étranger et puis il a repris ça ici, la force régionale viendra pour combattre les M23, mais arrivé ici, la force régionale avec les Kenya, là, ils disent que non, ils favorisent un processus politique et non, et pas vraiment un processus militaire. Comment est-ce que vous expliquez? C'est nous-mêmes qui nous faisons berner ou quoi? D'entre deux jeux, avant même de répondre à cette question, je voudrais rassurer à mon co-débatteur Armand que le peuple congolais n'a pas besoin d'un appel à la mobilisation générale du président de la République pour qu'il soit mobilisé. Ah, d'accord. Le peuple congolais n'a pas besoin d'un concept défendant la patrie pour qu'il défende la patrie réellement. C'est déjà ancré même. Et encore que ceux qui nous disent de défendre la patrie, ce sont les premiers infiltrés de la patrie. Ce sont ceux-là qui ont commencé à détruire la patrie. Non mais les camps de M. Tshisekedi. Lorsque Tshisekedi pactisait avec le Rwandais, lorsque Tshisekedi nous présentait Kagame comme un frère et que le Rwanda est un État ami. L'Union sacrée est composée des infiltrés. Non mais les infiltrés politiques sont là. Ah d'accord. Lorsque le peuple vous a interdit de ne pas faire une concession politique avec le Rwanda, vous l'avez fait. Qui trahit qui? Lorsque Tshisekedi signe des contrats, des accords avec le M23, est-ce qu'il en a consulté le peuple? J'aime bien des accords avec les M23. Non mais qu'on nous dise quel est le contenu de l'accord de Nairobi. Qu'est-ce que M. Tshisekedi a promis le groupe M23 pour qu'on parle aujourd'hui des brassages et de l'intégration de l'armée rwandaise via M23 dans l'armée congolaise, encore qu'ils plaident même pour leur branche politique qu'ils soient intégrés dans le gouvernement congolais. Qu'est-ce que Tshisekedi a promis à ces gens? Encore que le porte-parole du M23 nous a dit qu'il y a eu un membre du M23 qui a été logé ici au fleuve Congo Hotel, qui était en pourparlers avec le gouvernement congolais. C'est faux. Et s'il vous plaît, Armand. Non mais, on nous a dit, est-ce votre porte-parole, M. Patrick Mouyaya, a fait un contre-argument? Je dis non. Et donc, aujourd'hui, vous ne devez pas prendre le Congolais comme de moutons de Panurge. Alors, je reviens sur cette question de la communauté internationale. C'est vrai, aujourd'hui, nous comprenons que la communauté internationale tire le drap du côté du Rwanda. Et cela se justifie par les degrés des relations diplomatiques entre le Rwanda avec la France, le Rwanda avec les États-Unis, le Rwanda avec la Grande-Bretagne, et j'en passe. Mais quelle sera l'attitude de la RDC? Aussi longtemps on se sent déjà un État isolé par la communauté internationale, parce que l'ONU déjà a démontré sa position. L'Union africaine a démontré sa position. Le Rwanda en soi, le Kenya, les CAC, toutes les structures sous-régionales, ils ont démontré leur position par rapport à la RDC. Et donc aujourd'hui, on veut nous contraindre à un processus de dialogue tout en respectant l'accord de Nairobi.
Or, la RDC, déjà au départ, a présenté le groupe M23 comme une partie intégrante du Rwanda. La RDC a dénoncé le fait que le Rwanda est un État agresseur contre la RDC. Et donc, le Rwanda, aujourd'hui, ne peut pas se retrouver dans une même table avec la RDC, considérée comme un État agressé. Parce que si nous travaillons, si nous dialoguons avec le Rwanda, cela voudrait dire que nous avons dit oui à ces brassages voulus par le M23. Et pensez-vous, intégrer le M23 dans l'armée congolaise serait une bonne idée, alors que tous nous savons que le M23, c'est un groupe militaire diligenté par le Rwanda. La force, là, la capacité de dire non à tout ça. Mais apparemment, nous ne disons pas non. Non, mais qui ne dit pas non? C'est M. Tshisekedi. Encore que M. Tshisekedi n'a jamais saisi de manière formelle l'ONU, ne serait-ce que pour solliciter la responsabilité sur le Rwanda comme un État agresseur. M. Tshisekedi n'a jamais... Mais Tshisekedi a toujours été passif au sujet de la sécurité. Donc la passivité. Non, mais il s'agit d'une passivité. Parce qu'en réalité, mon frère, c'est vrai, on peut considérer la MONUSCO comme un alibi. Mais est-ce que c'est la MONUSCO qui nous interdit de récupérer Bunagana? Est-ce que c'est la MONUSCO qui peaufine des stratégies de sécurité? On dit que l'embargo là n'existe pas. Non, mais nous sommes dans un régime de notification préalable d'achat d'armes qui n'est pas à confondre avec l'embargo. Même si l'embargo il y en a. On nous a dit que dans le trésor public, nous avons une réserve de plus de 4 milliards de dollars. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce le Congo-Brazzaville est sous l'embargo? Je dis non. C'est-à-dire, par des politiques de ramifications souterraines, la RDC peut orienter ces 4 milliards de dollars vers Congo-Brazzaville pour que Congo-Brazzaville achète les armes via... Est-ce qu'ils vont accepter ces grands... C'est en cela que nous avons des relations diplomatiques avec le Congo d'en face. Et donc, c'est une question d'option. C'est une question de responsabilité. Et j'ai fini par dire, c'est M. Tshisekedi aujourd'hui qui devient les responsables. Parce que Tshisekedi n'a pas usé du principe de la laïcité des légitimes défenses telles que prévues dans le charte des Nations Unies. Tshisekedi n'a pas saisi les instances judiciaires internationales pour endosser la responsabilité sur le Rwanda. Tshisekedi n'a pas respecté les prescrits de la Constitution. On ne doit pas qu'accuser la communauté internationale. Non, mais nous avons la responsabilité. Merci beaucoup, Manix Yenda. Je prends Armand Moukoulou. Qu'est-ce que vous pourriez dire? Nous avons la responsabilité d'après Manix Yenda. On ne doit pas qu'accuser, pointer le doigt à la communauté internationale. J'ai des larmes aux yeux. Lorsque Manix ne reconnaît pas les efforts fournis par les présidents. Et quels sont ces efforts? Mon cher ami, lorsque vous voyez le Sénat américain, vous dit clairement... Un sénateur ou bien le Sénat? Le Sénat. Je parle du Sénat américain. Ce n'est pas l'information. Le Sénat américain, après une réunion d'une commission ad hoc, le compte rendu a été lu après cette réunion. Et nous avons vu le Sénat américain condamne ouvertement l'agression à l'est de notre pays. Et il y a même une démarche, si vous ne le savez pas, il y a eu déjà une démarche. Et quelles sont les sanctions contre le Rwanda? Une démarche à laquelle le gouvernement congolais sollicite qu'il y ait une interpellation international contre les... C'est juste que quand ça arrivera quand? Mais ça viendra, il y a tout un processus. Ça viendra. Mais jusque quand on attend? Il fallait qu'il y ait d'abord constat. Et puis après, la résolution viendra. 10 millions de morts, déjà plus de 10 millions de morts de constats jusqu'à présent. Ce qui se passe à l'Est là, c'est un complot, comme je vous ai dit, international, avec plusieurs facettes. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais il faudrait saluer les efforts. Parce que lorsque vous voyez, par exemple, au niveau du budget, de l'exercice budgétaire 2023, lorsque vous voyez les secteurs de la défense et sécurité quittent des 350 millions de dollars américains pour 1 milliard, donc il y a des efforts. 1,5 milliard. Effectivement. Lorsque vous voyez la loi de la programmation militaire promulguée par les présidents de la République, ça veut dire qu'il y a des avancées. Mais il y a une question qui reste. On ne peut pas parler de réforme. La signature des militaires sans la loi sur la programmation militaire. Et donc, il y a des avancées significatives dans ce sens-là. La question posée par Manix également la population, la signature, soit les contrats signés par les présidents avec les Rwandais. Non, le président n'a jamais signé un contrat. Le président l'a dit dans son adresse. Non, il n'a jamais. Accords, non? Il n'a jamais signé un contrat ou un accord militaire ou un accord économique. Mais les accords économiques, c'est tout à fait normal. Ah, d'accord.
On peut toujours avoir des accords économiques, la coopération économique, gagnant-gagnant, on peut toujours en avoir. Mais est-ce que nous pouvons savoir le contenu, les clauses de ces contrats? Non, mais le contrat Sakima est clair. Mais ça dit quoi? Il y avait une sorte de redevances dans les domaines d'exploitation minière avec le Rwanda. Et donc, c'est dans les domaines de coopération. Ça n'est même pas quelque chose où que les gens... Et que les gens se tranquillisent. Non, il n'y a pas de contrat obscur. Il n'y en a pas et il n'y en aura pas. Parce que si vous voyez même les contrats sur la route Beni-Kassindi consort, ça nous profite aussi. Et donc, ça veut dire qu'il y avait des accords économiques, mais cela n'avait rien à voir avec tout ce que les gens sont en train de relater inutilement. Et donc, ça veut dire que le président de la République est en train de travailler pour que nous puissions chercher à avoir la paix dans l'est de notre pays. Ça en est fini pour aujourd'hui, on se retrouve prochainement. Merci beaucoup à Manix Yenda. On avait encore de choses. LGD, oui, malheureusement, en tout cas, c'est les temps. C'est la première émission, c'est mon retour. Je pense que Grammic Les Grands est désormais là. Nous allons faire ainsi de suite comme on a l'habitude de faire. Mais je finirai cette émission par dénoncer ce qui se passe. Tout le monde est menacé dans ces pays. Tristement et malheureusement, nous interpellons le président de la République, et c'est lui le père de la nation, c'est lui qui doit assurer par son arbitrage le bon fonctionnement de toutes les institutions. Les journalistes se sont dérangés, menacés. Il y a même les députés nationaux. Je cite le cas d'Nsingi Pouloulou, menacé après avoir dénoncé la mégestion au niveau de l'ONATRA, dénoncé également la mégestion au niveau du ministère des PTNTIC. Au lieu que le procureur puisse enquêter, c'est des menaces à l'égard des députés nationaux. Alors comment est-ce que les députés vont travailler? Si un député, Nzete, ou Azana Maï, bazo menacé, Moutana ba immunité, bon menacé, et bon on dit que c'est pas immunité, à Teba Manix, député de la rue. Manix également, beaucoup de menaces. Tout le monde est menacé. En tout cas, ça n'aide même pas le président de la République, ni le président et la nation même pas. Je pense que les services, les présidents doivent essayer un peu de tirer les oreilles, parce que le président l'a dit. Le président l'a dit au niveau africain, quand il était président de l'Union africaine, qu'il ne peut pas comprendre que des gens qui souffrent comme nous autres ici, nous ne puissions pas dire des vérités, être très rigoureux à l'égard de ceux qui dirigent. Je pense que ça n'est fini pour aujourd'hui. Vous allez retrouver les rediffusions comme d'habitude et prochainement on se retrouve, même heure, même chaîne, YouTube, Relais, Peter Tiani, RDC, les numéros de contact est là. Je suis Grammic Les Grands, que le Dieu de toutes les inspirations continue de nous inspirer et de vous inspirer également. On se retrouve demain et prochainement. Au revoir.